et merci pour cette présentation. Je vais effectivement aborder un chapitre qui a subi beaucoup de modifications au cours des derniers mois, avec d'ailleurs une certaine confusion, comme on le verra, parce qu'il y a eu en quelques mois plusieurs publications, plusieurs interventions qui ne sont pas toujours concordantes. Donc, on va essayer de tirer ça au clair en sachant que ça peut encore évoluer. Donc, quelques mots sur les infections invasives à méningocoque et notamment sur le germe, qu'on appelle Neisseria meningitidis, qui est une bactérie à gram négatif avec un aspect au microscope en diplocoque, dit en grain de café. Alors, c'est un germe très fragile qui ne survit pas dans le milieu extérieur, ce qui explique d'ailleurs qu'il est complètement stupide de réclamer quand il y a des cas, des fermetures d'écoles et des infections, etc. Ça ne sert à rien, le germe ne survit pas dans le milieu extérieur. Alors, ce méningocoque, il possède une capsule, et cette capsule va déterminer le sérogroupe, qui est l'aspect très important sur le plan antigénique. Alors, il y a différents sérogroupes, A, B, C, Y, W, X également, et quelques sérogroupes qui ne circulent pas. Tous ces sérogroupes circulent en France, sauf le X, qui est encore très marginal. Alors, outre la capsule qui définit le sérogroupe, les méningocoques possèdent une membrane externe qui définit le sérotype et une membrane interne qui définit le sérosous-type. Et actuellement, avec des techniques génétiques de typage moléculaire, type multilocus sequence typing, MLST, et avec le séquençage du génome entier, on est capable d'établir une véritable carte d'identité des souches. Ces souches, d'ailleurs, elles peuvent être regroupées en complexes clonaux dans lesquels peuvent appartenir plusieurs sérogroupes. Et ces complexes clonaux, ce sont des sous-groupes de souches qui sont différentes les unes des autres, mais qui sont suffisamment proches pour que l'on puisse leur attribuer une origine commune. Et toutes les souches de méningocoque n'ont pas le même degré d'invasivité, et les souches hyper-invasives appartiennent à un nombre limité de complexes clonaux. Alors, concernant l'histoire naturelle des infections invasives à méningocoque, l'homme est le réservoir exclusif du germe, et le méningocoque est présent dans le rhinopharynx à titre de portage. La prévalence du portage en population générale est de l'ordre de 10%, mais cette prévalence est très variable suivant l'âge. Il y a des âges dans lesquels on est plus souvent porteur, et notamment les adultes jeunes, et suivant l'environnement également. La transmission du méningocoque se fait par voie aérienne, par les gouttelettes de fluge, avec également la possibilité, bien que rare, d'une transmission sexuelle. On a décrit des épidémies chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. Le risque de transmission, il est finalement assez faible, et il est fonction de l'exposition. Donc, pour qu'il y ait une transmission efficace du germe entre un sujet porteur et un sujet sain, il faut avoir séjourné à une distance de moins d'1 mètre en face à face, et ceci pendant une durée supérieure à 1 heure. Donc, encore une fois, c'est pas la contagiosité du virus de la grippe ou du Covid, etc. Alors, lorsque on introduit une souche de méningocoque dans une population qui n'est pas immune, il y a un grand nombre de sujets qui vont devenir des porteurs asymptomatiques. Quelques-uns, récemment colonisés, vont faire une bactériémie, et un petit nombre va développer une méningite. Et donc, l'infection commence donc par une colonisation
de la muqueuse respiratoire, mais le germe peut traverser cette muqueuse respiratoire et transloquer vers le sang, ce qui va donner une bactériémie. Et si le système immunitaire n'est pas en capacité de la maîtriser, il va y avoir une septicémie et éventuellement une traversée de la barrière hématoménagée qui va permettre une multiplication dans le liquide céphalospinal et entraîner une méningite. On admet que la contagiosité du méningocoque commence à peu près 7 jours avant la maladie et en pratique 10 jours, on considère que cette contagiosité a commencé 10 jours avant l'hospitalisation du malade. Et puis cette contagiosité va se terminer dès la première injection d'un antibiotique efficace sur le portage, et ce qui est utilisé actuellement chez nous, c'est la ceftriaxone. Alors, il existe des facteurs qui majorent la réceptivité. Encore une fois, toutes les souches n'ont pas la même virulence. Il y a d'autres facteurs qui vont favoriser la transmission, la contagiosité, le tabagisme, la promiscuité, et puis également l'état immunitaire de l'hôte, avec notamment la notion d'une fragilisation de la muqueuse par infection virale et en particulier par une infection par virus de la grippe. Il existe un certain nombre d'études qui montrent clairement qu'il y a un décalage de quelques semaines entre les pics épidémiques de grippe et les infections invasives à méningocoque. Alors, concernant les infections à méningocoque, l'essentiel concerne donc les méningites et les septicémies, dont une forme particulière avec choc septique qu'on appelle en France le purpura fulminans. L'infection à méningocoque est toujours mortelle en l'absence de traitement et la létalité globale est estimée aux alentours de 10%, avec une létalité beaucoup plus importante en cas de septicémie avec choc, bien sûr. Mais cette létalité, elle peut varier et en 2025, les données actuelles montrent que la létalité plus importante, elle est de 13,7%. En dehors de la létalité, il y a des séquelles qui sont possibles et le taux de séquelles est estimé entre 10 et 40%. Il s'agit de séquelles cutanées avec des nécroses. Il s'agit également de séquelles orthopédiques, ces nécroses pouvant nécessiter des amputations, mais également des séquelles neurologiques, surdité, déficit, épilepsie, troubles cognitifs. Et la létalité, autre notion importante, est différente selon le sérotype. Et sur les données françaises de 2024-2025, on a une létalité de quasiment 20% pour le W, alors qu'elle n'est que de 12% pour le B et de 10% pour le Y. Alors, qu'en est-il de l'épidémiologie des infections invasives à méningocoque en France? Globalement, on était dans une évolution avec une réduction de l'incidence jusqu'à une quasi-extinction durant la période pandémique du fait des mesures barrières. Mais depuis cette période, depuis la fin de l'imposition des mesures barrières, on assiste à une recrudescence très importante des infections à méningocoque, notamment avec les sérotypes B et W et Y qui ont subi une très importante augmentation, alors que le sérogroupe C a quasiment disparu. Alors, donc, vous avez ici les données des derniers mois en cours qui montrent qu'on est très au-dessous en matière de nombre de cas déclarés d'infection invasive à méningocoque. On est très au-dessus de ce qui existait avant la période pandémique et même par rapport à l'année dernière. L'incidence de proportion des différents sérogroupes est fonction de l'âge et on voit que cette proportion a fortement augmenté pour le sérogroupe B, notamment concernant les adultes et les enfants. Pour le sérotype W,
on a une très forte augmentation chez les enfants, mais également chez les adultes. Et pour le Y, essentiellement une forte augmentation chez les adultes, mais également chez les nourrissons de moins d'1 an. Donc, il y a donc une recrudescence des infections invasives à méningocoque en 2023-2024 et qui se poursuit au début de 2025. Ça concerne les W, Y et le sérogroupe B qui reste majoritaire, avec une incidence particulièrement importante chez les nourrissons de moins de 1 an et jusqu'à 4-5 ans pour le groupe B, jusqu'à 2-3 ans pour le groupe W et avant 1 an pour le Y, avec une proportion actuellement, on a 45% de B, 30% de W et 25% de Y, alors que, encore une fois, le sérogroupe C a quasiment disparu. On a observé en outre, au cours des derniers mois, des grappes de cas d'infection invasive à méningo B à Lyon, avec les 3 cas chez des étudiants, en Ille-et-Vilaine, 3 cas dans une famille, puis 3 cas dans une école de commerce à Rennes, et également, plus récemment, des cas dans un lycée de Rennes. Alors, les recommandations vaccinales à méningocoque ont évolué au cours des années. La vaccination contre les méningocoques C a été introduite en 2010 avec un schéma vaccinal, avec une politique qui concernait à vacciner les nourrissons à partir de l'âge de 1 mois, mais à pratiquer un rattrapage chez les enfants, les adolescents et les adultes jeunes jusqu'à 24 ans, ceci pour créer une immunité de groupe. Cette stratégie a été un échec, un échec parce que, en fait, on n'a pas trop mal vacciné les nourrissons, mais par contre, le rattrapage a été très mal fait, notamment chez les adolescents et les adultes jeunes. Il n'y a pas eu d'immunité de groupe et donc pas de protection des nourrissons de moins de 1 an qu'on avait choisi de ne pas vacciner en disant qu'ils seraient protégés par l'immunité de groupe. Ceci a amené à introduire une vaccination des nourrissons à l'âge de 5 mois pour freiner cette augmentation des cas, ce qui a d'ailleurs été un succès. Et puis finalement, en 2018, la vaccination contre le méningo C est devenue obligatoire avec un schéma à 2 doses, 5 mois, rappel à 12 mois. Concernant le méningocoque ACYW, les recommandations n'ont été initialement en 2012 que de vacciner les personnes à risque. On reviendra là-dessus. Et puis, par contre, il n'a pas été décidé de faire une vaccination en population générale. Et lorsque ça a été revu en 2019, alors que l'épidémiologie n'était pas en faveur d'une extension de cette vaccination, il n'y a toujours pas eu de vaccination en population générale, mais simplement des recommandations de vaccination autour des cas en situation d'hyperendémie. Et puis, concernant le méningocoque B, il n'y a pas eu non plus de recommandations. En 2013, la première fois que ce problème a été considéré, il y avait un certain scepticisme vis-à-vis de cette vaccination et n'a été recommandé que la vaccination des personnes à risque et en situation d'hyperendémie. Ce n'est qu'en 2022 qu'a été introduite une recommandation et pas une obligation qui est venue plus tard, donc avec une vaccination en 3 doses chez le nourrisson à 3 et 5 mois, avec un rappel à l'âge de 12 mois. Alors, quels sont les vaccins qui sont disponibles en France? On a 2 types de vaccins. On a des vaccins polyossédiques capsulaires, soit non conjugués qui ne sont plus utilisés, soit conjugués, méningo-C, Nesvac, Menjugate, ACYW, Nimenrix, Menquatfi et Menveo. Et puis, on a des vaccins protéiques
pour le méningo B. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de vaccin capsulaire pour le méningocoque B? Parce que la capsule de méningocoque B est peu immunogène et en outre, cette capsule comporte une homologie avec certaines protéines humaines, notamment du système nerveux central. Et si on augmente les doses d'antigènes, ce qui serait nécessaire pour pallier à cette faible immunogénicité, eh bien, on crée un risque de maladie auto-immune. Et donc, les vaccins méningo B ont été préparés non pas à partir de la capsule, mais à partir de protéines qui ont été jugées immunogènes et qui sont situées à la surface de la capsule. Et ainsi, on a pu produire deux vaccins, le vaccin Bexsero, utilisable dès l'âge de 2 mois, et le vaccin Trumemba, utilisable à partir de l'âge de 10 ans. Alors, quelle est la différence entre les conjugués et non conjugués? Les vaccins non conjugués utilisent la voie thymo-indépendante, c'est-à-dire la voie de l'immunité humorale. L'antigène va activer le lymphocyte B qui va produire des anticorps. Mais cette voie n'est mature qu'à partir de l'âge de 2 ans. Alors que si on fixe le polyoside capsulaire, l'antigène, sur une protéine porteuse, qui peut être soit la protéine diphtérique pour le Nesvac et le Menjuget et le Menveo, soit sur la toxine tétanique pour Nimenrix et Menquatchi. Eh bien, lorsqu'on fixe l'antigène sur cette protéine porteuse, le complexe antigène-protéine porteuse va utiliser la voie de l'immunité cellulaire thymodépendante, donc avec une activation des lymphocytes T qui vont ensuite activer le lymphocyte B pour la production d'anticorps, mais qui vont également produire des lymphocytes T qui vont être capables de détruire le germe, de détruire les cellules infectées. Donc, par rapport aux vaccins non conjugués, les vaccins conjugués ont l'avantage de procurer une protection de longue durée, de plus de 10 ans. Ils sont actifs sur le portage, donc créent une immunité de groupe, ce que ne font pas les vaccins non conjugués. Ils entraînent une immunité mémoire, c'est-à-dire que si on refait une dose, on aura un effet rappel. Et puis surtout, ces vaccins sont efficaces dès les premières semaines de la vie, alors que c'est le moment où les infections à méningocoques sont les plus fréquentes. Alors, quels sont les schémas vaccinaux pour les vaccins méningococciques ACWY? Le vaccin Nimenrix est utilisable dès l'âge de 6 semaines, avec un schéma vaccinal entre 6 semaines et 5 mois de 2 doses espacées de 2 mois et un rappel à 12 mois. Et puis, entre 6 et 11 mois, on fait une primo-vaccination à une dose avec un rappel à 12 mois. Et à partir de l'âge de 12 mois, il s'agit d'une dose unique. Pour le vaccin Menquatfi, ce vaccin n'est utilisable qu'à partir de l'âge de 12 mois avec un schéma à dose unique. Quant au vaccin Menveo, il n'est utilisable qu'à partir de l'âge de 2 ans avec une dose unique également. Tous ces vaccins sont interchangeables. Pour ce qui concerne les vaccins protéiques méningo B, donc deux vaccins, le Bexsero, 4C-MenB, qui comporte 3 antigènes capsulaires et un composant de la capsule qui renforce l'immunité. Quant au Trumemba, lui, il n'utilise que comme antigène la facteur H binding protein, dont il existe deux sous-familles A et B, et donc ces deux sous-familles sont les antigènes. Globalement, ces vaccins méningo B couvrent 85 à 95% des souches qui circulent en France et ils n'ont pas d'action sur le portage, donc ils ne créent pas d'immunité de groupe, ce qui est quand même un gros handicap. Et en outre, ils ont une durée de protection limitée qui ne va pas au-delà de 4-7 ans. Et donc, ces deux vaccins ne sont pas interchangeables. Alors, quels sont les schémas vaccinaux pour les vaccins MenB? Pour le Bexsero, on peut commencer à l'âge de 2 mois avec un schéma de primo-vaccination à 2 doses espacées de 2 mois entre 2 et 5 mois et un rappel entre 12 et 15 mois. Entre 6 et 11 mois, c'est 2 doses espacées de 2 mois avec un rappel au cours de la 2e année.
entre 12 et 23 mois, toujours 2 doses en primo-vaccination, espacées d'au moins 2 mois, avec un rappel entre 12 et 23 mois. Chez les enfants, les adolescents et les adultes, 2 doses à 1 mois d'intervalle, et puis des rappels selon les recommandations officielles, on le verra, chez les personnes ayant des facteurs de risque. Pour le Trumemba, c'est 2 doses à 6 mois d'intervalle, avec en fait 2 schémas possibles, soit 2 doses à 6 mois d'intervalle, soit un schéma d'urgence en cas d'épidémie, où les 2 doses peuvent être faites à 1 mois d'intervalle, mais il faut faire une 3e dose à l'âge de 4 mois. Et puis là encore, rappel suivant les recommandations officielles chez les sujets ayant des facteurs de risque. Alors, pour les co-administrations, chez le nourrisson, les vaccins Nimenrix, Menquatfi peuvent être co-administrés avec les autres vaccins du calendrier vaccinal. Le Menveo peut être co-administré avec le vaccin de la fièvre jaune. Chez les adolescents et les adultes jeunes, les 3 vaccins ACWY peuvent être co-administrés avec les vaccins diphtérie, tétanos, coqueluche, polio. Les 3 vaccins ACWY peuvent être co-administrés avec les vaccins MenB, et le Nimenrix et Menveo peuvent être co-administrés avec le vaccin HPV. Alors, quelles sont maintenant les recommandations vaccinales qui, comme je vous l'ai dit en introduction, ont fait l'objet d'un certain nombre de fluctuations? Il y a eu un premier avis de la HAS en mars 2024, qui a d'ailleurs été intégré au calendrier vaccinal 2024, à la 3e édition, l'édition de décembre du calendrier vaccinal 2024. Et suivant ces recommandations consistaient à remplacer la vaccination contre le méningocé contre une vaccination ACYW chez tous les nourrissons, avec un schéma à 1 dose à 6 mois, avec le Nimenrix, et un rappel à 12 mois. Et ceci est devenu obligatoire à compter du 1er janvier 2025. Il était dit dans cet avis que quelqu'un qui avait été vacciné, qui avait reçu 1 dose de méningocé, pouvait poursuivre avec le ACY, mais il n'était pas recommandé de faire de rattrapage au-delà de 1 an. Par ailleurs, cette recommandation de 2024 introduisait une recommandation chez tous les adolescents entre 11 et 14 ans, quel que soit le statut vaccinal antérieur, avec un schéma à dose unique. Et puis également, il a été recommandé un rattrapage vaccinal, c'est-à-dire que ça veut dire a priori c'est quelque chose de temporaire, chez les 15-24 ans, ceci parce qu'il y a une incidence élevée des infections à W et Y dans cette tranche d'âge, et en outre, l'avantage de ce rattrapage est de créer une immunité de groupe qui protège les moins de 6 mois qui ne sont pas vaccinés. Pour ce qui concerne le méningo B, toujours dans cette recommandation de 2024, donc ça a été de rendre obligatoire la vaccination contre le méningo B à partir du 1er janvier 2025 pour tous les nourrissons, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 2 ans, avec donc une initiation possible de la vaccination, possible en 2024 de la vaccination jusqu'à l'âge de 2 ans. Et donc le schéma vaccinal M3, M5, M12. Il n'y avait pas de recommandation d'élargir la vaccination aux adolescents parce que cette vaccination, encore une fois, ne crée pas d'immunité de groupe et que d'autre part, la durée de protection est limitée et il faut 2 doses, ce qui n'est pas très favorable pour vacciner les adolescents. Par contre, dans cet avis, il était recommandé que le ministère rembourse le vaccin pour les personnes de 15 à 24 ans qui souhaitaient se faire vacciner. À ma connaissance, c'est la première fois qu'on recommande et qu'on rembourse un vaccin qui n'est pas inscrit au calendrier vaccinal. Alors, il y a eu
un deuxième avis de la Haute Autorité de Santé du 13 mars 2025 qui a donc revu cette stratégie avec pourquoi? Parce que on assistait, comme je vous l'ai dit, à une recrudescence des infections invasives à méningo B, avec notamment des infections invasives, notamment à méningo B, avec 90 cas entre janvier et février, avec la particularité que pour le sérotype B, l'incidence maximale restait avant 1 an, mais se poursuivait jusqu'à 5 ans, alors que pour le sérotype W, on avait une incidence maximale avant 1 an, mais qui se poursuivait jusqu'à 3 ans. La létalité, on en a déjà parlé, et également les grappes de cas à Lyon et en Bretagne. Alors, qu'est-ce qu'on savait des couvertures vaccinales? La couverture vaccinale MenB, depuis l'obligation, avait augmenté, ce qu'elle était passée d'un peu moins de 50% à près de 75% à 8 mois, mais avec une couverture encore insuffisante pour 3 doses avant 21 mois, 35%. Bien sûr, on n'avait pas de données concernant ACWY qui venait d'être introduite. Et puis donc, à partir de ces considérations, il y a eu de nouvelles recommandations en mars 2025 pour ACYW, donc recommander vacciner tous les adolescents de 11-14 ans et mettre en place un véritable rattrapage pour les 15-24 ans, avec un rattrapage recommandé par la HAS pendant 2 ans, avec comme objectif d'obtenir une immunité de groupe et une protection indirecte des moins de 6 mois. Et puis, pour les nourrissons et jeunes enfants, la HAS recommandait donc une extension de l'obligation vaccinale jusqu'à l'âge de 2 ans, c'est-à-dire donc y compris pour pour ceux qui avaient été vaccinés contre le méningo C. Et également, elle recommandait qu'il y ait un rattrapage transitoire jusqu'à l'âge de 3 ans. Et pour le méningo B, l'HAS demandait que soit rendu effectif le remboursement du vaccin pour les 15-24 ans qui souhaiteraient se faire vacciner. Ce remboursement a été effectif à partir du 4 avril, et également recommandation d'un rattrapage transitoire chez les enfants de 2 à 5 ans. Donc voilà les recommandations qui étaient faites en mars 2025, avant la parution du calendrier vaccinal 2025 pour ACYW, donc extension jusqu'à 2 ans de l'obligation vaccinale, avec comme mesure transitoire rattrapage jusqu'à 3 ans chez les enfants non vaccinés. Voilà. Et pour le B, donc mesure transitoire, rattrapage donc obligation jusqu'à 2 ans et rattrapage transitoire jusqu'à 5 ans. Et pour les adolescents et les adultes jeunes, pour le ACYW, mise en place d'un rattrapage, et pour le B, rendre effectif le remboursement. Voilà donc ce qui était recommandé en 2025 avant l'apparition du calendrier vaccinal. Et le calendrier vaccinal 2025 a effectivement intégré l'obligation de vaccination ACWY avant 2 ans, avec le schéma vaccinal qu'on a décrit, mais donc pour les personnes non vaccinées ACWY, y compris ceux vaccinés contre le méningo C, rattrapage entre 12 et 24 mois par une dose de Minimenrix ou Menquatfi. Pour les adolescents, donc pas de changement, vaccination recommandée avec un schéma une dose, quel que soit le statut vaccinal, donc y compris pour les personnes ayant été vaccinées méningo C, voire ACWY avant l'âge de 11 ans. Et donc pour les personnes de 15 à 24 ans, rattrapage avec schéma une dose. Pour le B, obligatoire avant 2 ans, avec le schéma à 3 doses qu'on a décrit, et rattrapage jusqu'à 2 ans, c'est-à-dire que
tout enfant de moins de 2 ans doit obligatoirement initier sa vaccination contre le méningo-B. Et puis donc proposer le vaccin méningo-B aux personnes de 15 à 24 ans, en notant que dans le calendrier vaccinal, cette recommandation de proposer cette vaccination aux 15-24 ans apparaît dans le chapitre des points clés sur les nouveau-nés, mais n'apparaît pas dans le chapitre qui décrit les recommandations pour les infections invasives à méningocoque. Donc un point un petit peu de confusion. Et puis, il y a eu encore d'autres documents avec la parution du décret sur le remboursement du Bexsero en avril 2025, qui donc étend aux personnes âgées de 15 à 24 ans le remboursement du vaccin qui n'était donné que pour les moins de 2 ans, pour les personnes à risque élevé d'infection à méningocoque et dans les populations ciblées dans le cas de situations spécifiques. Et puis, il y a eu encore une nouvelle chose, c'est-à-dire un communiqué du ministère de la Santé du 24 avril 2025 qui annonce une extension de l'obligation vaccinale ACWY jusqu'à 2 ans, y compris déjà vacciné méningo-C, c'est en accord avec ce qui est dit plus haut, mais également, qui étend le rattrapage vaccinal transitoire ACWY et B jusqu'à l'âge de 4 ans révolu, c'est-à-dire 5 ans, alors qu'avant c'était 3 ans pour le ACY et 5 ans pour le B. Et puis, dans cette annonce ministérielle, il est fait état d'une campagne de vaccination ACWY pour les adolescents de 11-14 ans dans les collèges qui va être couplée à la campagne de vaccination HPV à la rentrée 2025. Et il est recommandé, donc le ministère recommande que les professionnels de santé de ville mettent en place effectivement le rattrapage de vaccination ACYW. Là, on parle plus seulement de proposer, mais de rattrapage chez les personnes de 15 à 24 ans, donc par les professionnels de santé. Voilà, donc pour essayer d'être clair, actuellement, l'obligation vaccinale, remboursée bien sûr, concerne ACYW avant l'âge de 2 ans. La vaccination doit être initiée pour les enfants de moins de 2 ans non vaccinés ou vaccinés avec le méningo-C. Pour le B, tous les enfants de moins de 2 ans, avec un schéma adapté à l'âge de la première dose, si la première dose n'est pas faite suivant les recommandations, et le schéma complet est pris en charge en remboursement, y compris les doses, là où les doses administrées après l'âge de 2 ans. Pour le rattrapage, donc ACYW jusqu'à 4 ans, mais à ma connaissance, le remboursement dans cette tranche d'âge n'est pas acquis, de même que pour le B, pour le rattrapage, donc qui devrait être fait jusqu'à l'âge de 4 ans révolu 5 ans, mais à ma connaissance, à ce jour, pas de remboursement encore dans cette tranche d'âge. Et pour les adolescents et les adultes jeunes, ACYW jusqu'entre 11 et 14 ans, recommandé et prise en charge. ACWY 15-24 ans, rattrapage recommandé et prise en charge. Et pour le B, 15-24 ans, pas vraiment recommandé, il n'est pas écrit recommandé dans le calendrier vaccinal, mais quand même prise en charge pour le remboursement. Alors, en dehors donc de cette vaccination en population générale, il y a des recommandations spécifiques pour les personnes à risque. Les personnes à risque sont celles qui ont un déficit en fraction terminale du complément, qui reçoivent un traitement anticomplément comme le Soliris ou l'Ultomiris, qui ont un déficit en properdine, qui ont une asplénie anatomique ou fonctionnelle, dont la drépanocytose, ou qui ont bénéficié d'une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Il est également donc recommandé de vacciner ces personnes, de même que leur entourage familial. Et voilà. Et par ailleurs, il y a également des recommandations en risque professionnel qui est très limité, c'est limité au personnel de laboratoire de recherche qui travaille sur le méningocoque.
Donc, pour ces personnes à risque, pour le ACWY, on peut vacciner dès l'âge de 6 semaines avec le Nimenrix, avec un schéma adapté à l'âge, et il est recommandé de faire un rappel tous les 5 ans. Pour le méningo B, on peut vacciner dès l'âge de 2 mois avec le Bexsero, avec un schéma adapté à l'âge, et également, pour ces personnes, un rappel tous les 5 ans est recommandé. Alors, il existe également des recommandations de vaccination autour d'un ou de plusieurs cas d'infection invasive à méningocoque. Et ceci, la conduite à tenir autour d'un ou plusieurs cas d'infection invasive à méningocoque est décrite dans une instruction du ministère de la Santé. Vous avez la référence qui date de 2018 relative à la prophylaxie des infections invasives à méningocoque. Cette instruction est en cours d'actualisation compte tenu des évolutions des recommandations vaccinales méningocoques. Il ne faut pas oublier que la prophylaxie des sujets contacts à une infection invasive à méningocoque repose pour l'essentiel sur l'antibiothérapie, l'antibioprophylaxie, et que la vaccination n'est qu'un complément. Et pour faire une vaccination autour d'un cas, il faut que le sérogroupe soit connu, il faut qu'il existe un vaccin. Maintenant, il y a un vaccin contre tous les sérogroupes, sauf le X, mais il y en a très peu. Et il faut bien sûr, pour le B, que cette souche soit couverte par le vaccin. Et c'est le Centre national de référence qui donne très rapidement l'information de couverture de la souche par les vaccins méningo B existants. Alors, si une vaccination est faite, elle doit être initiée au plus tard dans les 10 jours après le dernier contact avec le sujet index, ceci en fonction de ce qu'on sait de la durée de contagiosité de la maladie. Et puis, il existe des recommandations différentes lorsqu'on est face à un cas isolé, lorsqu'on a une grappe de cas, lorsqu'on a une hyperendémie, c'est-à-dire une augmentation de l'incidence des infections dues à une même souche de méningocoque qui dépasse dans une région géographique déterminée l'incidence sur le plan national, et puis on peut avoir une véritable épidémie. Alors, on a donc des recommandations qui sont différentes suivant ces cas. Autour d'un ou plusieurs cas d'infection à méningocoque, eh bien, pour les méningocoques ACWY, il est recommandé de faire une vaccination autour d'un cas sporadique, et cette vaccination peut être étendue à une zone géographique déterminée, ceci étant évalué par Santé publique France, éventuellement avec des experts externes. Et ça peut donc, c'est en fonction de l'évaluation qui est faite par Santé publique France et éventuellement des experts externes, et il pourra y avoir également une extension à une tranche d'âge spécifique en situation de cas groupés ou d'hyperendémie. Et donc, encore une fois, ceci est possible pour ACWY dès l'âge de 6 semaines avec Nimenrix. Pour le B, la vaccination n'est pas recommandée chez les sujets contacts d'un cas sporadique d'infection à méningo B, car on rappelle que les vaccins méningo B n'ont pas d'effet sur le portage. Par contre, cette vaccination peut être recommandée pour des populations cibles lorsqu'il existe des situations d'hyperendémie ou d'épidémie. C'est ce qui a été le cas en Bretagne notamment, et également dans la région lyonnaise lors de la survenue de grappes de cas d'infection invasive à méningo B. Alors, il existe également des recommandations pour les voyageurs, et en sachant que le problème du méningo, c'était essentiellement l'Afrique subsaharienne et ce qu'on appelle la ceinture de la méningite, eh bien, l'épidémiologie
de ces infections à méningocoque a été transformée par la mise en place d'une campagne de vaccination contre le méningo A, puisque initialement c'était le méningo A. Ça a complètement transformé l'épidémiologie, sauf que le méningo a été plus ou moins remplacé par le X, par le C également, et peut-être actuellement par le W et le Y. Alors, qu'en est-il des recommandations vaccinales pour le ACWY? La vaccination est recommandée pour les personnes qui se rendent dans les zones d'endémie, notamment de la ceinture de la méningite, surtout pendant la saison sèche, et surtout s'il doit y avoir un contact étroit avec les populations locales. Et puis également, la vaccination peut être recommandée pour les gens qui se rendent dans des zones d'endémie d'infection à ACWY pour y exercer une activité dans le secteur de la santé ou auprès de réfugiés, quelle que soit la saison. Et puis, certains pays peuvent ont des recommandations vaccinales différentes, par exemple les États-Unis, l'Australie, et il peut être nécessaire pour les voyageurs de s'enquérir des recommandations vaccinales dans ce pays et donc de se vacciner pour se mettre à jour, surtout si on doit s'expatrier ou avoir un séjour prolongé. Enfin, la vaccination contre les méningocoques ACWY est obligatoire pour obtenir le visa pour l'Arabie saoudite pour se rendre au pèlerinage de la Mecque. Cette vaccination devant être pratiquée plus de 10 jours et moins de 3 ans avant le départ. Elle est attestée par le certificat international de vaccination et la durée de validité de ce certificat est de 5 ans si le vaccin a été bien précisé comme un vaccin conjugué. Sinon, pour les vaccins non conjugués, la durée de validité est de 3 ans. Voilà. Donc, pour conclure, je rappellerai donc que les infections invasives à méningocoque sont des maladies graves qui justifient la vaccination malgré leur rareté relative. L'épidémiologie des infections invasives à méningocoque est variable dans le temps et dans l'espace, ce qui justifie l'adaptation des politiques vaccinales. Il faut se rappeler qu'il y a eu un échec initial de la politique de vaccination méningocée du fait de la non-application des recommandations qui auraient permis d'obtenir la mise en place d'une immunité de groupe, et ceci a certainement pesé dans le fait de rendre obligatoire les vaccins méningo B et ACWY chez les nourrissons. Ceci étant, personnellement, j'ai beaucoup travaillé à essayer de simplifier le calendrier vaccinal. Le calendrier vaccinal maintenant est devenu assez lourd et de plus en plus obligatoire. Ce qui veut dire que on peut souhaiter pouvoir disposer pour simplifier cette vaccination, de disposer de vaccins méningocoques universels. Il y a des recherches qui sont faites dans ce sens, ou du moins d'avoir un vaccin qui couvre les sérogroupes A, B, C, W, Y et peut-être également le sérogroupe X. Il y a encore une fois des recherches qui sont en cours dans ce domaine, et c'est sûr que la mise à disposition de tels vaccins serait tout à fait le bienvenu. Voilà, j'en ai terminé, et donc je suis à vos questions. Non, non, c'est une tranche d'âge. C'est une tranche d'âge où les infections à méningocoque sont rares, donc il n'y a pas de raison de vacciner entre 6 et 11 ans, aussi bien pour le ACWY que pour le B. Les transplantés les transplantés d'organes de cellules souches font partie des personnes à risque. Les transplantés d'organes,
ils sont pas ciblés dans les catégories à risque. Ce qui est dit, c'était que les personnes qui veulent se faire vacciner peuvent le faire. Et c'est vrai que il y a eu beaucoup de, il y a eu pas mal de médiatisation de ces grappes de cas de méningo B qui ont eu lieu en Bretagne, en région Rhône-Alpes, etc. Et donc qui ont pu créer une espèce de psychose donc chez les personnes de 15-24 ans. Voilà, donc ce remboursement permet que ceux qui veulent se faire vacciner puissent le faire. Donc, ce qui veut dire que les médecins sont tout à fait légitimes à proposer cette vaccination chez les 15-24 ans. Mais c'est quand même très particulier d'avoir, encore une fois, on n'a jamais, c'est la première fois qu'on a des vaccins qui sont remboursés alors qu'ils ne sont pas dans le calendrier, dans des tranches qui ne sont pas dans le calendrier vaccinal. Oui, oui, il faut bien sûr faire un rattrapage. Le portage, il est maximal jusqu'à 24 ans. Au-delà de 24 ans, le taux de portage est relativement limité. Donc, donc c'est un intérêt pour l'instant limité. Et encore une fois, si on vaccine correctement les nourrissons et les adolescents, on aura une immunité de groupe qui va protéger les autres catégories d'âge. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, il n'est pas du tout recommandé, en dehors des situations épidémiques, de faire un rattrapage, de faire une vaccination au-delà de l'âge de 24 ans. Non, pas spécialement. Enfin, si on, ou bien on est dans le cadre des recommandations, mais quelqu'un qui a sauf les sujets qui ont une pathologie qui prédispose aux infections à méningocoque, des déficits en complément, properdine, etc. Ceux-là, qui ont fait une infection, ont bien sûr un risque majoré de refaire une infection, y compris avec un autre sérogroupe. Donc ceux-là doivent être vaccinés. Mais les personnes lambda qui ont fait une infection à méningocoque et qui n'ont pas de facteur de risque n'ont pas de risque plus important que la population générale de refaire une infection à méningocoque. Bah, encore une fois, la durée de protection est limitée. Elle est probablement de moins de 7 ans. Oui, enfin bon, faire trois vaccins au cours de la même séance, ça perturbe éventuellement les parents, surtout le vaccinateur, mais franchement, c'est pas un problème de faire trois vaccins au cours de la même séance. Mais on peut décaler, en effet, et on peut décaler, et on peut très bien, si on ne veut pas faire trois vaccins le même jour, on peut en faire deux un jour et un autre le lendemain. Hein. On n'est pas, c'est pas nécessaire d'attendre un mois. Si on attend un mois, on va tout décaler. Et actuellement, on a un calendrier vaccinal qui est quand même très chargé. Donc voilà, je crois qu'on n'a pas intérêt. Et si on ne veut pas faire trois vaccins le même jour, eh ben, on peut faire revenir l'enfant quelques jours plus tard pour éviter de tout décaler.